Maroc fait la fête et célèbre sa métamorphose. Bienvenue à Rabat pour une émission exceptionnelle de votre magazine de l'environnement. Récemment, le Maroc a décidé de changer de couleur et de virer au vert. Le royaume s'est engagé à protéger son environnement et ses ressources naturelles. Et pourtant, ce n'est pas facile, surtout lorsque ses richesses sont convoitées dans le monde entier. Le Maroc est le premier exportateur de phosphate au monde. Ce minerai est exploité à tour de bras pour fabriquer des engrais agricoles. Pour combien de temps encore? Dans cette émission, nous débusquerons aussi un trafic, celui du bois de cèdre. Ces arbres peuvent valoir jusqu'à 10 000 € pièce, une fortune qui excite toutes les convoitises. Enfin, nous nous intéresserons à une autre ressource de plus en plus rare, l'eau. Pour lutter contre la sécheresse, le Maroc parie désormais sur les usines de dessalement. Son défi, puiser l'or bleu au fond des mers avant de la rendre potable. Allez, c'est le moment de quitter les jardins luxuriants de Rabat pour nous rendre au cœur du Moyen Atlas, là où pousse l'or vert, c'est-à-dire la plus grande réserve de cèdre du continent. Chaque arbre y vaut jusqu'à 10 000 €, autant dire que les trafics font rage et que les règlements de compte sont parfois violents. Le cèdre est une des fiertés de l'Atlas marocain. Ici, les cédrets s'étendent sur quelques 140 000 hectares, les plus grandes forêts de ce type en Méditerranée. Le cèdre joue aussi un rôle écologique, préservant les eaux, les sols et la biodiversité. Pourtant, l'arbre est aujourd'hui menacé. Dans la région de Tikajouine, des milliers de cèdres sont abattus chaque année par des paysans pauvres, pour être revendus au marché noir. Ces deux hommes vont jusqu'à parler d'une mafia du cèdre, une mafia contre laquelle ils se battent inlassablement. Saïd Aït Aziz, un paysan à l'âme d'écologiste, fait régulièrement des rondes dans la cèdrée pour dissuader les coupeurs d'arbres. La forêt viendra à disparaître avec l'érosion. Puis il y aura de plus en plus de crues. Ce sera la destruction des terres normalement fertiles et cultivables. Et les paysans et les éleveurs n'auront plus rien à faire ici. Aux côtés des paysans, un militant des droits de l'homme. Il se bat aussi pour la fin de l'abattage illégal. Pour lui, c'est la pauvreté qui pousse certains paysans à couper les cèdres. Des cèdres qui mettent des dizaines d'années à atteindre l'âge adulte. Les gens qui font ça, justement, ils le font parce que, premièrement, ils n'ont pas de quoi travailler, ils n'ont pas de quoi subsister. Donc, le seul moyen pour eux, justement, c'est d'abattre ces cèdres et de les vendre illégalement. Nous demandons également au niveau de la MDH à ce qu'il y ait du travail, à ce que l'État se charge, les communes surtout, de trouver du travail pour des gens. Parce qu'une fois que ces gens-là vont trouver du travail, certainement, ils vont arrêter, justement, de couper ces cèdres. Malgré la richesse de sa terre et ses réserves en eau, le Moyen Atlas est une des régions les plus pauvres du Maroc. Et le village de Tikajouine en est un triste exemple. Pas de route goudronnée, pas d'eau courante. La commune ne profite même pas des revenus de la vente légale du cèdre. Les villageois affirment que notables et élus locaux sont corrompus et que les gardes forestiers ferment les yeux sur le trafic du cèdre pour quelques billets. Un ancien employé du Haut-Commissariat aux eaux et forêts accuse. Regardez ça. C'est un des problèmes qui pousse les gens des eaux et forêts à prendre des pots de vin. Ils n'ont pas les moyens de faire leur travail. Regardez l'état de cette voiture de service. Leurs salaires ne leur suffisent pas non plus. Regardez où ils sont obligés de vivre. À l'école du village, on compte sur la nouvelle génération pour être tout acquise à l'écologie. La protection de l'environnement est un devoir national, enseigne-t-on à ses enfants pour leur apprendre à lire. Reste à savoir si demain, ils trouveront un emploi ou seront tentés de rejoindre les trafiquants de cèdre pour survivre. De ces enfants dépend l'avenir des cèdrées marocaines. Vous l'avez donc vu, difficile de résister aux pressions économiques, surtout lorsque les convoitises viennent du monde entier. Nous sommes maintenant à Khouribga, le plus grand site d'extraction de phosphate du monde. Le Maroc est le premier exportateur de ce minerai très prisé et très recherché. C'est en effet l'un des piliers de notre agriculture. Il sert à fabriquer les engrais et donc à terme à nourrir notre planète.
Aussi grande qu'un paquebot, cette machine mesure 45 mètres de haut, pèse 3300 tonnes et consomme autant d'énergie que toute une ville. La dragline témoigne de l'ambition du Maroc. Le pays veut doubler sa production de phosphate. D'ailleurs, des étudiants du monde entier, des ingénieurs, des journalistes viennent pour découvrir ce site pharaonique. À Khouribga, Hassan Branoun est sur son territoire. Dans ce gisement immense, il reste au moins 4000 hectares de phosphate à exploiter. Une richesse comparable à l'or noir, comme le montre ce lapsus très révélateur. Alors de la mine, nous transportons le pétrole à travers ces bandes passantes. Alors on voit le tapis qui vient de la mine, il parcourt une distance de 25 km, il transporte le phosphate qui va dans cette turbine pour le lavage. La mine est aussi en train de se moderniser et de devenir plus écolo. Bientôt, d'immenses oléoducs vont transporter le phosphate dans le centre où il sera transformé en engrais. Une grosse économie de CO2. Nous allons réduire nos consommations, nos émissions de CO2 d'à peu près 700 000 tonnes par an. Nous allons faire une économie d'eau de à peu près 11 millions de cubes. 11 millions de cubes à peu près, c'est la consommation d'une ville de plus de 200 000 habitants. Le Maroc exporte déjà du phosphate dans le monde entier, en Asie et aux États-Unis pour nourrir une population toujours plus vorace, au Brésil pour fabriquer des biocarburants. Le phosphate est l'un des piliers de notre agriculture intensive, un marché particulièrement porteur, surtout lorsque l'Afrique aura achevé sa révolution verte. L'Afrique aujourd'hui est peut-être un des endroits de la Terre où on utilise le moins les engrais. Et on sait que l'explosion démographique partout dans ces régions du Sud va avoir un impact sur la production agricole. Et si la pression démographique s'intensifie, nos ressources en phosphate, elles, ne sont pas illimitées. Le Maroc dit encore disposer de réserves pour au moins 5 siècles. 5 siècles contre 70 millions d'années pour que ce minerai se forme à l'état naturel. Il faut donc de l'eau pour fabriquer des engrais, mais dans certaines régions du Maroc, l'or bleu se fait rare. Les industriels ont donc dû apprendre à puiser eux-mêmes dans les mers et les océans cette ressource. À Laayoune, dans le Sahara occidental, une région particulièrement aride, ils ont construit leur propre usine de dessalement. Elle permet aujourd'hui d'alimenter en eau des milliers de foyers. Voici Laayoune, la ville la plus importante du Sahara occidental. Sous contrôle marocain depuis 1975, celle dont le nom signifie les yeux ou les sources n'est pas assez riche en eau pour subvenir à ses besoins. Un endroit très stratégique, voilà pourquoi le Maroc a décidé d'y faire construire une usine de dessalement. Grâce à elle, chaque habitant a de l'eau potable chez lui. C'est une solution qui est incontournable. Parce qu'avant, au sud, puisque la pluviométrie ne dépasse guère 50 mm par an, la population n'avait pas d'eau. Donc elle s'équipait à partir de quelques puits qui sont éparpillés dans le désert, généralement avec une salinité élevée. Mais la population est passée de 33 000 en 1994 à plus de 200 000 aujourd'hui. C'est pourquoi l'usine va encore s'agrandir. Construite en 1995, elle en est déjà à sa 3e extension et d'ici la fin du mois de juin, la station de dessalement pourra produire 26 000 m3 d'eau potable contre 13 000 à l'heure actuelle. La station fonctionne selon un procédé très savant. L'eau de mer sous pression est dessalée par filtration moléculaire dans des modules dits d'osmose inverse. Pour les habitants du désert, elle constitue la réponse la plus appropriée à ce qui fait la dureté de leur environnement. Voilà, il y a parfois des réalités qui nous dépassent. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à Eric Josset et à Yongshim pour leur participation à ce magazine. À la semaine prochaine sur France 24.